Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette séquence où on poursuit nos échanges et nos débats en matière de coopération civilo-militaire avec Hugo Benoist qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous et merci de nous suivre depuis ce matin. Hugo, merci d'être avec nous. Vous avez traversé un parcours du combattant pour arriver jusqu'ici et être avec nous on time. Alors non seulement c'est un plaisir, mais un grand merci d'être avec nous cet après-midi, un cofondateur d'Ozint Infer, je le rappelle, même si effectivement la communauté Ozint vous connaît très bien, également cofondateur de Bridge Hunt. Sur cet enjeu de coopération, évidemment, on a envie de savoir quelle est la place aujourd'hui de la France en matière d'Ozint, comment est-ce qu'elle se place sur cet échiquier international ? Alors, il n'y a pas vraiment de comparatif officiel type statistique ou compétition internationale d'Ozint, à part une qui s'appelle le TraceLab, qui est une compétition internationale où des individus, enfin les participants recherchent des personnes réellement disparues en partenariat avec les forces de l'ordre américaines. Donc c'est quelque chose qui est typiquement anglo-saxon, parce que la législation française ne permet pas ce genre de choses. Donc la France est souvent bien placée, même si les équipes n'ont pas de drapeau officiel affiché dans le score. On a remarqué que les communautés, que ce soit Ozint FR, Ozint EU ou au projet Fox, etc., ont toujours été bien représentées. À quand une équipe officielle française comme il y a eu dans le e-sport d'Ozint ou de hacking comme cela existe. En tout cas, la scène française est plutôt bien placée. On le voit au niveau de l'Europe, par contre, puisque Ozint FR, par exemple, on est 11 000 membres sur le serveur, donc qui est assez conséquent par rapport aux communautés européennes. On ne rivalise pas avec les États-Unis encore, peut-être un jour, mais voilà. Donc plutôt une bonne communauté assez importante et qui est évidemment en croissance. On voit que c'est un sujet qui revient beaucoup. Sur cette coopération, est-ce qu'il y a une coopération entre le monde civil et le monde militaire dans ce domaine-là ? Alors avec le monde privé et le monde militaire, il y en a indéniablement. Avec le monde purement civil, c'est assez complexe. Il existe une association, par exemple, qui s'appelle Afinzo, mais qui est plus en partenariat avec la gendarmerie et qui aide aux personnes disparues. Mais c'est très cadré, c'est une poignée de personnes qui font ça. Il y a des rapprochements parce que des gens qui sont dans les communautés sont aussi des fois dans le monde militaire. Donc, mais bon, ils vont pas l'afficher non plus. Ils vont pas. Il y a un droit de réserve. Donc ils agissent plus en leur nom, mais on constate quand même qu'il y a un vif intérêt des forces armées sur le sujet, encore plus avec le contexte actuel. Et je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de liens. Après, ça serait sous quelle forme ? Peut-être sur du recrutement, peut-être sur la sensibilisation, de la formation. Mais dès qu'on devient professionnel et qu'on rentre dans une prestation purement professionnelle, c'est l'entreprise généralement, il demande un siret, il demande un statut juridique qui fait qu'une communauté en ligne ne peut pas prétendre à avoir une collaboration officielle parce que ça reste trop flou au niveau juridique et donc c'est pour ça que là par exemple Ozint FR va tendre vers dans les prochains temps sur un cadre associatif 1901 qui va nous permettre, je l'espère, d'avoir plus un statut plus officiel et donc permettre plus de rapprochement. Et donc effectivement sur cette dimension, vous disiez il y a une coopération qui existe déjà entre le privé et le monde militaire. Elle s'opère comment cette coopération ? Alors, sans révéler non plus des contrats secret défense, bien entendu, mais il y a un besoin que le monde privé, parce que le monde privé a plus de gymnastique, est plus a plus de possibilités souvent parce que le monde militaire a des procédures très cadrées par rapport à l'OPSEC qui doit être présent, par rapport aux procédures, aux sites auxquels ils peuvent accéder. Il y a le système, un militaire qui veut utiliser son ordinateur avec Internet, on sait qu'il est bridé. Ils vont pas l'autoriser à accéder à tout Internet. Dans le monde privé, il y a un peu plus de liberté. Voilà. Et
il y a toujours aussi, enfin en tout cas dans ce cadre-là, parce que je ne connais pas les autres secteurs d'activité, mais dans le ZINT, il y a toujours eu une avance, en tout cas dans le monde civil et privé par rapport au monde militaire, à ma connaissance en tout cas, puisque j'ai remarqué que souvent le monde militaire fait appel au privé, par exemple pour des besoins de formation, pour augmenter leur savoir-faire. Là, vous évoquez l'évolution de OSINT FR en association qui vous permettrait d'avoir un statut juridique officiel et donc de pouvoir engager des coopérations avec un certain nombre d'acteurs. Évidemment, le monde militaire, on l'a compris dans les points qu'on évoquait. Qu'est-ce que ça va permettre? En quoi ça peut être utile? Sur quel sujet? Dans quelle dimension? À la fois pour la communauté OSINT FR, mais aussi évidemment pour le monde militaire, pour les armées. Alors, avoir un statut officiel, c'est aussi avoir des personnes qui sont pas anonymes aussi dans une association. On n'est pas un pseudo, on n'est pas un avatar exactement aussi, parce qu'il y en a des avatars, hein, il faut pas se leurrer. Et donc, c'est ce côté officiel, on fait tomber les masques un peu, etc., permet aussi, en connaissant mieux l'autre, on peut avancer ensemble. Là, c'est un groupe informel sur un serveur. Je serais dans le monde militaire, je me dirais, mais c'est qui ces gens, voilà. À force d'actions type publication, sensibilisation, des vidéos, des conférences qu'on donne, et ça, il y a eu la journée aux ZINT hier au FIC, qui a eu un grand succès et qui a uni toutes les communautés autour du sujet. Et on voit bien que ça concerne tout le monde et qu'il y a un besoin. Là, il y avait un monsieur d'Europol qui était intervenu lors de cette journée et on sent bien qu'il y a un besoin de coopération. Et ce besoin, il se matérialise sur quoi? Sur quel type de projet, de sujet vous pourriez travailler ensemble? Enfin, vous êtes bénéfiques et l'un et l'autre en fait, en win-win. Oui. Alors, je pense sur l'aspect formation et sensibilisation, je ne vois pas qu'une association 1901 sous-traite soit des sous-traitants de l'armée pour des cas d'enquête ou d'investigation ou d'influence. Donc, ça serait, je pense plus que c'est surtout sur l'aspect pédagogique, l'aspect appui pour la reconnaissance institutionnelle et ne serait-ce aussi on veut peut-être un jour créer un petit événement ou quelque chose, avoir l'appui, là je parle du côté associatif, hein, bien entendu, d'avoir l'appui des forces armées pour être crédible aussi, parce que c'est quelque chose de voilà, et nous on pourrait aussi leur apprendre, les sensibiliser, leur faire des exercices ou des campagnes d'entraînement ou etc. Mais je pense pas que ça soit par contre sain de sous-traiter par exemple comme je disais des campagnes d'influence etc. à des associations 1901. Oui, donc effectivement que les choses puissent évoluer vers plus de coopération, mais où chacun garde son niveau de responsabilité et pas de mélange de genres, si je puis dire, un équilibre finalement à trouver. L'État a la légitimité, l'association c'est un collectif, voilà c'est ça. Donc ils n'ont pas la violence légale, ils n'ont pas tout l'aspect juridique et ils n'ont pas forcément le droit d'en connaître aussi. Peut-être un dernier point qui dépasse cet aspect de la coopération civilo-militaire sur notamment la doctrine pour encadrer aussi l'OSINT, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas en France. Est-ce que pour vous qui êtes au cœur de cette communauté et de ce sujet, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait favorable, voire nécessaire, et à quelles conditions? Alors c'est sûr que ça a besoin de cadre. Un peu comme la sécurité informatique il y a 15 ou 20 ans, où tout le monde faisait un peu des choses dans son coin et il n'y avait pas encore d'uniformisation législative ou même au niveau universitaire, scolaire. Là, il commence à se créer des choses, notamment il y a eu un livre blanc qui a été publié sur l'aspect juridique dans le ZINT, pour savoir ce qui était fait ou pas. Sur le site de ZINT.fr, un article est sorti lundi dernier, justement pour expliquer les limites légales et comment cadrer les choses au niveau de cette pratique, notamment par rapport aux fuites de données, par rapport à est-ce qu'on a le droit de chercher quelque chose si on n'est pas mandaté pour, comment on stocke les données, parce qu'on est dans le système européen, donc on peut pas faire non plus, on doit se conformer à la législation. Donc tout ce cadre éthico-légal reste encore à définir. Il y a quelques traces qui commencent à être posées.
voilà, mais le plus gros reste à faire, et je pense que ça ne passera que par un dialogue entre les communautés, avec l'État, et donc justement l'intérêt de, tout à l'heure je disais, gagner en légitimité en coopérant avec l'institutionnel. C'est sûr que c'est ce genre de démarche qui peuvent entretenir ça, voilà. Merci beaucoup Hugo Benoist d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau, et encore effectivement une très belle journée aux INT qui a été dédiée hier ici au FIC. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.